à tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord les sommaires. Un seul titre, ce mea culpa de Vital Kamerhe au député pétitionnaire. Hier, à l'ouverture de la session de septembre 2025, le président de l'Assemblée nationale a demandé pardon à ses pairs. Il dit avoir répondu favorablement aux différentes revendications des députés. Le speaker de la Chambre basse du Parlement estime qu'il faut privilégier la paix, l'unité et le bien-être de tous. Vital Kamerhe a également réaffirmé sa loyauté au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Malgré son pardon, les pétitionnaires sont parvenus à déposer leur pétition par le biais d'un huissier de justice. Analyse, critique et commentaires, c'est tout de suite. Voilà, l'émission est en direct. Vous voulez participer, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. Mesdames, Messieurs, merci. Bienvenue dans votre émission. Merci à toutes et à tous d'être branchés sur votre télévision et surtout sur votre émission préférée Autour de l'info. Autour de l'info, aujourd'hui, nous avons deux sujets. D'abord, la rentrée parlementaire pour la session de septembre 2025. Vous savez, hier, les députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle où ils doivent donc participer à cette session budgétaire septembre 2025. Et donc, voilà les sujets qui vont beaucoup plus nous préoccuper aujourd'hui. Et nous pourrons également aborder le procès Joseph Kabila, quels sont les dessous des cartes. Et donc, ces deux sujets, mais si on ne peut pas y parvenir, nous allons nous focaliser sur le premier sujet parce qu'il est d'actualité. C'est avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. D'abord, à ma gauche, Cléophas Nyembwe Nyerere. Il est politologue, il est député provincial honoraire élu du Kasaï oriental. Bonjour Cléophas. Bonjour Monsieur Gustave, bonjour à toute l'équipe qui se retrouve autour de moi ici sur le plateau. Bonjour à l'équipe technique. Bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne, la RTNC2, et surtout que nous venons répondre à votre appel. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir pensé à nous. Merci. À sa gauche, professeur Dadi Saleh, professeur d'université. Il est économiste de formation managère, stratège, mais spécialiste des pays du Sud. Bonjour professeur. Bonjour et bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. À ma droite, Souleymane Onehesse. Avec lui, au moins, on commence l'émission aujourd'hui. Bonjour Souleymane. Bonjour Monsieur Gustave. Analyste politique, merci d'être là ce matin. Merci par moi, Monsieur Gustave, d'avoir pensé à moi. Et puis, Monsieur Eri Massimbo, anthropologue, chercheur, analyste politique. Merci et bonjour, Monsieur Eri Massimbo. Bonjour, Congo Mboka, Congo mon pays, Congo ma patrie, Congo ditungadiani, Congo ditu yangu, Congo bola na mono, Congo Mboka nanga na kobatela pe na kobundela yango. Je vous salue tous. Merci de votre présence. Hein. Merci beaucoup. Voilà, nous commençons par ces biscuits. Le président de la République comment on dit, a failli, a risqué la mort lorsqu'il revenait de Kazakhstan. Il a fait 40 minutes dans l'air au niveau de l'aéroport. Lorsque l'avion voulait atterrir, il n'y avait pas de lumière et donc c'était horrible. Mais cette information, on ne pouvait pas s'en passer.
Ce n'est qu'un biscuit. Je commence avec vous, Suleiman Onese. Aujourd'hui, il y a eu autant d'arrestations. Qui, aujourd'hui, peut-on pointer comme responsable de cette situation? Merci, M. Gustave. C'est avec trop de tristesse d'avoir que les propriétaires de la maison, on les ferme la maison. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les propriétaires de cet aéroport, c'est-à-dire le président de la République, qui est le chef de toute cette République, qui arrive, ceux qui sont dans ce ministère-là n'ont pas voulu accorder la chance à l'autorité de descendre. Ici, je vais vous rappeler que nous devons tenir compte qu'il s'agit de la République. Le président de la République n'est pas comme un ministre, moins encore un DG qui aujourd'hui ou demain, il peut partir et rien ne peut se faire. Mais perdre, tenter à toucher à ce stade, je ne trouve pas que ça pouvait être normal. Ces arrestations, je trouve que ça pouvait aller au fond. Parce que le ministère des Transports, c'est celui-là qui est le patron de l'aéroport et qui connaît le décollage et l'atterrissage des vols, que ce soit militaire, que ce soit civil. Au moins, à quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il est, qui va dire que non, je ne suis pas tel, il va se dédouaner. Mais normalement, et voir aussi le ministre qui est chargé de l'électricité. Les deux là, je ne vois pas comment ils peuvent être dédouanés dans telles circonstances. Parce que quand vous êtes les patrons, ou vous êtes aujourd'hui conviés, les mêmes chefs de l'État que vous aujourd'hui, vous voulez tourner d'une manière qu'on ne comprend pas, que il vous a fait confiance de vous nommer comme ministre dans de tels secteurs, et dans ce secteur là-bas, vous voulez mettre un peu d'une manière intelligente là, où vous ne voulez pas qu'il revienne au pays. Donc cette arrestation va voir les deux patrons. D'abord, celui des transports et voies de communication doit aussi être arrêté. Donc pas les DG, les PCA et les commandants de l'aéroport. Écoutez, toute cette structure, en commençant par leur chef. Et je ne vois pas comment les ministres peuvent se dédouaner dans ça. Les ministres doivent être en première position. C'est lui qui doit d'abord être convoqué et arrêté. Et d'ailleurs, je ne trouve pas comment réellement un ministre qui sert le pays. Parce que ici, les gens veulent comprendre comme si ce n'est pas le pays, mais on sert le président de la République. Oh, on parle du président de la République incarne toute une République. La raison pour laquelle vous allez trouver que non, il est la première institution. Alors, le ministre en charge des transports, je vois, des communications, et le ministre en charge de l'électricité devaient à toutefois démissionner, avec toute honnêteté, devaient démissionner. Et c'est par là que leur démarche devait commencer maintenant à suivre. Imaginez-vous, téléspectateurs et les co-débatteurs qui sont ici sur place. Imaginez-vous si c'était un ministre à l'époque des coalitions de FCC Cash, que c'était un ministre des Transports qui était sur place, nous on allait dire quoi? C'est-à-dire ça fait partie déjà, c'est commandité par X ou Y. Alors comme nous avons aujourd'hui la chance de voir que non, Monsieur le Président de la République et même la République constate que ce n'est pas seulement ceux qu'on a en train d'indexer qui ont des problèmes, ce sont ceux qui se disent proches du Président de la République qui posent des problèmes pour la RDC. Nous, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse, puis fermer, puis je vais clôturer. C'est un biscuit, hein? C'est un biscuit, oui. Nous avons fait une fois, nous sommes arrivés à l'aéroport, on nous a dit que non, il n'y a pas de courant. 5 minutes, les gens peuvent parler, ceux qui parlent là-bas, ils n'ont pas encore vécu cela. Maïna Makila et Kaouki. C'est-à-dire, la respiration seulement, quand on vous dit que non, il n'y a pas moyen de descendre, nous disons, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes déjà arrivés chez nous, on a fait des kilomètres, on arrive chez nous, ça va se passer comme ça. Il y avait d'agitation. Mais combien plus forte raison, le président de la République qui a la responsabilité de toute une nation et un ministre, grave, hein, un ministre des transports et voies de communication dort chez lui aussi longtemps que le chef de l'État est dehors.
Et il y a aussi les ministres d'énergie qui dorment calmement. Mais je ne sais pas. Les gens qui réfléchissent, les gens qui ont déjà connu cet incident, ils doivent comprendre déjà. Parce que le président de la République, c'est un être humain. Il doit comprendre déjà ce qu'il sentait. Normalement, sa morale n'était pas là. Et je félicite aussi. Et donc d'abord, avant que je conclue, je félicite aussi les pilotes de ce qu'il a fait. Ces pilotes, parce que nous, on n'a pas de moyens de les coordonner. Mais bon, nous les félicitons d'abord en attendant d'avoir initié cette idée la vie, vraiment de toute la République. D'accord, merci. Merci les ministres doivent démissionner pour qu'on voit clair que non, ils nous disent vraiment, ils veulent quelles sont les caches. Et vous n'oublierez pas que non, ils ont même suspendu un de leurs pour dire que non. Parce qu'il avait dit que non, après, ça sera... C'est compliqué pour votre Merci, Souleymane. Professeur Dadi Saleh, que cache cet incident, selon vous? Je voulais d'abord préciser que nous n'avons pas beaucoup d'éléments vérifiables. Et je pense qu'on ne va même pas en avoir. Parce que beaucoup d'éléments vont rester, entre guillemets, secret défense. Nous n'avons que de spéculations sur ce point-là. Et on a un peu le point visible qui est clair, certaines suspensions. DG, etc., de certaines autorités. Et il y a des enquêtes diligentées déjà par le PCA, si je ne m'abuse, ou bien par d'autres services qui est en cours. Donc, attendant, on n'a pas le droit de spéculer outre mesure sur des choses sécuritaires. Mais cela étant, j'aimerais préciser à tout le monde que le président de la République est en danger chaque jour. Il y a des menaces contre le président de la République et certaines autorités, matin, midi, soir. Et c'est vrai, il y a des menaces qui ne sont pas sérieuses et il y a des menaces qui sont sérieuses. Je pense que ceux qui ont travaillé dans ce domaine-là, ceux qui sont des stratèges connaissent. Donc il n'y a rien, personnellement, qui m'étonne outre mesure. C'est que les services ont fait leur travail et les enquêtes sont en train de se faire. Le président de la République est en sécurité, il est vivant là où nous sommes en train de parler et physiquement en bonne santé. Il continue à mener les actions du gouvernement. Voilà ce qui nous intéresse. Donc, quant à la spéculation, nous laissons les enquêtes se faire et ce qui va sortir. Et quant aux responsabilités? Oui, quant aux responsabilités, nous laissons les enquêtes se mener. Parce que exactement, est-ce qu'il y a une responsabilité du ministère des Transports, il y a une responsabilité du ministère de l'Énergie, il y a une responsabilité, ça va, au niveau de la sécurité interne, il y a une probabilité que la sécurité même du président de la République soit compromise, ça va. Oui, c'est beaucoup de choses à la fois, c'est là où je vous ai dit, j'évite moi. Tout le monde peut spéculer, mais moi, j'évite de pointer qui que ce soit du doigt parce qu'on risque de pointer totalement les mauvaises personnes. Et que la question se passe ailleurs, peut-être que quelqu'un voulait qu'il puisse atterrir au Congo-Brazzaville et c'est là où on l'attendait. Donc nous prions Dieu et nous remercions Dieu par le fait qu'il soit là. Et je précise, ne vous étonnez pas, ce n'est pas un grand sujet. Parce qu'effectivement, le président de la République, et il laissé lui-même, est menacé. Chaque jour, c'est la raison pour laquelle vous voyez sa sécurité. Ce n'est pas une sécurité pour blaguer. Elle est renforcée des snipers, etc. C'est parce qu'il prend chaque jour de très grandes décisions et qu'il est menacé chaque jour. Pour ceux qui le savent, ce n'est pas moins de 4 à 5 à 10 menaces par jour contre les chefs de l'État. Et il y a des menaces sérieuses, des menaces un peu farfelues, il y a des mensonges, etc. Mais là, apparemment, c'était quand même un peu sérieux. Mais c'est les quotidiens. D'accord. Merci, professeur. Eri Massimbo, comment vous avez appréhendé le fait pour le président de la République d'être gardé en l'air pendant plus de 40 minutes, attendant qu'il y ait la lumière à l'aéroport pour pouvoir atterrir, courir tout ce risque? Qui pointait du doigt pour en connaître davantage? C'est quoi au juste qui a boutiqué, qui a pigé pour faire du mal à notre président? Bon, d'abord, la première réaction, c'est on dirait que c'est un problème technique. Parce que les machines et tout ça, ce sont les choses fabriquées par des mains d'hommes. Et c'est toujours entaché des imperfections. Même l'être humain lui-même, créé par Dieu, a certaines imperfections. D'accord? Par l'œil humain, on peut remarquer certaines imperfections.
Et combien de raisons des machines que l'homme qui est imparfait fabrique. Donc, l'erreur technique vous pensez ou que les c'est problèmes, une erreur technique? La première hypothèse. Hein, il n'y a rien de politique, il n'y a rien de sécurité. Voilà, la première hypothèse, c'est que ça peut être un problème technique, ça va venir à tout moment, tout ça. Et la deuxième hypothèse, est-ce que c'était un attentat à la vie du chef de l'État? Comme le professeur l'a dit, ce n'est pas la première. Au moins, cette fois-ci, au moins, nous sommes au courant de ça. Il y a une fois aussi, le chef de l'État a fait plus de 2 heures. D'accord? Donc, c'est quotidien, c'est le quotidien. C'est pas pour rien. Pas de groupes électrogènes, pas de lampadaires, pas de d'onduleurs pour conserver l'électricité. Donc, nous sommes incapables d'avoir tous ces matériaux au niveau de l'aéroport international. Et c'est d'abord notre aéroport est à pointe par rapport à la nouvelle technologie. Je dirais non, notre aéroport n'est pas à pointe par rapport à la nouvelle technologie. Notre aéroport n'est pas à jour. Au moins les tours de contrôle que je n'ai pas fréquenté parce que ça a été aussi réhabilité par Joseph Kabila avant son départ. Mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa, avec plus de 12 millions d'habitants, ne peut pas avoir qu'un seul aéroport international. Et le chef de l'État, en tant que garant de la nation, symbole de notre traité national, ne peut pas toujours atterrir dans un aéroport civil. D'accord? Il peut atterrir dans un aéroport militaire. Mais un aéroport militaire, est-ce qu'on en a? C'est aussi ça le problème en fait. Ndolo ne représente rien. Le Ndolo ne représente rien. C'est toujours un aéroport civil, mais qui ressort de la gestion provinciale. Ce n'est pas national. Donc, quel est l'aéroport le plus proche de la ville de Kinshasa où le président pouvait atterrir? C'est là la question qui doit aussi nous interpeller. À Bandundu, il n'y a rien. À Bandundu, il n'y a rien. À Matadi, il n'en parle même pas. Boma, au Congo, il n'y a rien. Ça doit nous interpeller maintenant. Dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de choses? Parce que ça peut arriver, ça peut être un attentat, bien sûr. Mais il faut s'y échapper. Vous ne pouvez pas faire un atterrissage forcé dans un aéroport qui est encerclé par les militaires. Encore la nuit dans le noir. Encore la nuit dans le noir. Vous devriez, le plus vite possible, chercher une alternative. Mais cette alternative-là, la RDC n'en a pas. Alors, dans l'avenir, il faudrait voir comment construire un aéroport militaire. Parce que le chef d'État ne peut pas avoir toujours l'habitude d'atterrir dans un aéroport civil, commercial, où il y a des vols. Parce qu'à certains moments, une fois, je me rappelle, on venait de Lubumbashi, mais on nous avait interdit de pouvoir atterrir. Pourquoi? Parce que le chef d'État devrait atterrir. On commençait à sillonner le ciel. Vous voyez un peu, c'est aussi la tension. Alors, si les carburants venaient, il manquait. Vous voyez un peu les catastrophes qu'elle pouvait créer. Donc, tout cela pour dire qu'il faut trouver maintenant d'autres alternatives. Parce qu'on sait que le président de la République, c'est l'homme le plus insécurisé. Donc, il est plus en insécurité. D'accord? C'est tous les jours que les gens cherchent à atteindre sa vie. Ce n'est pas seulement des menaces physiques, il y a aussi des menaces spirituelles. Savez-vous combien de maisons, combien de rituels, en ce moment où nous parlons ici, le nom des chefs d'État est en train d'être invoqué et cité. C'est ça aussi. Il y a des menaces spirituelles. Parce qu'il y a des gens qui ont leur dossier. Ils veulent que les dossiers puissent passer. Et que les chefs d'État puissent signer sur leur dossier. Vous croyez que ces gens-là sont là en train de croiser leurs bras? Il y en a ceux qui prient. Il y en a aussi ceux qui invoquent, qui voient les nganga et autre chose. Donc, il y a combien de gens que les chefs d'État, ils veulent être reçus par les chefs de l'État? Vous croyez que ces gens-là sont là en train d'attendre? Non, ils sont aussi des choses qu'ils sont en train de faire. Donc, il faudrait prendre tout au sérieux. Je pense qu'il faudrait prendre tout au sérieux si c'était un problème technique, mais ça ne pouvait pas prendre autant de minutes que ça avait pris. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Si c'était un problème des panneaux ou un problème des groupes électrogènes, comment dans un aéroport, comme l'aéroport de Njili, on peut avoir qu'un seul groupe? On peut avoir 2 ou 3 groupes pour les interventions d'urgence. Parce que 2 ne peuvent pas marcher, mais je ne peux pas imaginer qu'il peut y avoir 3 groupes qui ne puissent pas marcher. Et ce n'est pas l'argent qui manque. Voilà, ce n'est pas l'argent qui manque. On fait payer même à nos enfants de moins d'une année qui voyagent à l'international. Les go passent à $50. Dans d'autres États, les enfants de moins d'une année ne payent pas certaines taxes et certains impôts. Mais ici, dans notre pays, nos enfants payent. Et il y a mes enfants qui ont voyagé, qui ont payé les $50.
Donc, il faut prendre ça au sérieux. Merci. Ça peut arriver des erreurs techniques, mais ça ne pouvait pas prendre autant de minutes que ça a pris. Et dans l'avenir, il faudrait voir comment construire un aéroport militaire pour que nos chefs d'État puissent y atterrir. Les avions officiels, surtout l'avion du président de la République. Merci. Même dans nos hôpitaux, les premiers soins. Les chefs d'État doivent avoir ce premier soin avant son évacuation quand il y a un problème dans un hôpital militaire, pas dans des hôpitaux privés et autres. Pourquoi seulement son évacuation? Non, ça peut arriver parce que nous sommes des humains. Nous avons nous sommes des humains, nous sommes des humains. Il faut développer, il faut voir nos hôpitaux soient capables de répondre à ce besoin-là. Et pour les autorités, l'honorable qui est devant nous ici. Mais pourquoi ils n'arrivent pas, nos honorables députés, pourquoi ils n'arrivent pas eux-mêmes à construire un siège pour l'Assemblée nationale, même un hôpital pour l'Assemblée nationale? Mais eux, ils préfèrent être évacués à l'extérieur. Au moment où les députés cherchent les représentants du peuple, au lieu de construire, de perfectionner nos hôpitaux, de les moderniser, de voter des budgets pour ça, mais eux, ils préfèrent voter des lois et des règlements d'intérêt qui les permettent d'être évacués à l'extérieur plutôt que d'être traités dans notre pays. Merci. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre, c'est tout un paquet qu'il faut prendre en considération. Merci. Alors, on termine ce biscuit avec vous, Clopas Nyambonyerere, politologue et député provincial honoraire. On vous a même attaqué là. Vous votez des lois, des édits pour vous-même, pour vous protéger. Hein? Merci Gustave. Je crois que je vais répondre à la dernière préoccupation de mon jeune frère quand nous allons entamer le dossier sur la rentrée parlementaire, parce que là, on va se dire les choses clairement. Mais en ce qui concerne ce qui est arrivé au chef de l'État, c'est triste. C'est triste si peut-être les gens ne comprennent pas les choses comme moi. Je suis vraiment au regret. Il s'agit du premier de tous les Congolais de la République. Le premier. Le premier de tous les Congolais de la République. Si un malheur arrivait ce jour-là au chef de l'État, et moi, et lui, et vous, nous ne serions pas ici aujourd'hui en train de faire cette émission, en faisant des analyses et des commentaires. Personne ne serait ici. Mais si moi, Nyembwe, je mourrais ce jour-là, vous allez animer cette émission sans problème. Je ne sais pas si vous comprenez cette nuance. Même n'importe quel ministre. C'est ce que j'ai dit. Si c'est un DG, un ministre qui mourrait ce jour-là, vous animez. Mais il s'agit d'un chef de l'État. Le numéro 1 de tous les Congolais. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a des Congolais qui existent, mais le chef de ce Congolais-là, le numéro 1, il s'agit de celui-là. C'est un problème à ne pas minimiser. Je voudrais demander aux amis d'abord de revoir la lettre que le DG a signée pour suspendre les commandants. S'ils lisaient la lettre, ils n'allaient pas dire tout ce qu'ils disent ici. Un directeur général de l'entreprise qui dit ceci: je suspends les commandants parce que je lui avais demandé d'acheter un investisseur, et il n'a pas pu acheter celui que moi j'avais demandé, il est allé acheter ailleurs. Mais ça c'est grave s'il vous plaît. Nous sommes dans quel pays? Et il va plus loin, il dit... Nous sommes en République démocratique. Il va plus loin, il dit que... et puis il a mis un technicien apprenti. À l'aéroport mais je n'invente rien, je parle de la lettre du directeur général de la RVIA. Lui-même, le directeur devait être suspendu aussi. J'y arrive. Pas suspendu, je vous dis, il est gardé quelque part, là moi je connais. Suspendre c'est autre chose, mais moi je vous dis qu'il est gardé quelque part. Mais vous pouvez vous imaginer d'abord quelle légèreté avec laquelle on gère la République. Non, j'ai demandé qu'on achète l'investeur. Donc, j'avais demandé qu'on achète ça dans telle maison, mais ils sont allés acheter dans une autre maison. Et puis des deux, il a mis un technicien apprenti. Prof, même vous-même. Mais ça c'est criminel. C'est criminel pour un responsable. Et ce que je dis bien, je n'invente pas. C'est dans une lettre administrative de suspension, là où il suspend les commandants. Voilà ce qui a poussé le PCA de la RVIA de dire, monsieur, vous êtes de plus en plus fautif même que le commandant même. Même que l'apprenti là. Plus que l'apprenti même. Non?
C'est ainsi que le PCA a ordonné lui, non, dit, mettez-moi la main sur lui. Je vous informe que c'est le PCA qui a donné l'ordre pour qu'on puisse mettre la main sur le DG. Parce que d'abord, je suis encore à l'étape de la lettre, hein, parce que d'abord, juste sur base de ce qu'il a écrit, vraiment il est fautif. Rappelez-vous que ce monsieur a été invité ici à l'Assemblée nationale. J'étais présent en plénière. Mes frères, je vous dis, si vous étiez là ce jour-là, vous ne deviez même pas dire tout ce que vous dites ici. Ouais. J'étais là. Un DG invité à l'Assemblée nationale, il fallait suivre son discours. Si vous étiez là ce jour-là, vous devriez dire, mais vraiment, ce pays, vraiment. Les députés ont même demandé séance tenante sa démission. Séance tenante, les députés ont dit, ce monsieur doit partir. Et il n'a pas été démis. Il n'a pas été démis au nom de... je mettais, excusez-moi. S'il vous plaît, honorable, au nom de l'Union sacrée. S'il vous plaît, mais vous êtes député. Comment l'ordre au nom du militantisme, de l'Assemblée, du clientélisme, qui avait demandé que les DG là soient démis de ses fonctions, pourquoi cet ordre-là n'a pas été... Très bien. Dans les us et coutumes parlementaires, nous sommes ici à 5 sur ce plateau. Lui a dit qu'il ne veut pas parler de ça parce qu'il y a une enquête. Mais ce qu'il a dit là, ça ne nous engage pas nous tous. C'est ça le problème dans le Parlement aussi, que les gens doivent comprendre. Oui. C'est-à-dire, lui a dit qu'il faut que le ministre de Transport et Communication et celui de l'Énergie soient suspendus, ou qu'ils démissionnent d'eux-mêmes. Oui. Ce qu'il a dit là, ça ne nous engage pas nous tous. Non, mais ce qui nous unit, c'est la République. Est-ce que vous pouvez me donner le temps d'expliquer, parce que vous m'avez posé la question. Allez-y. Maintenant, ça se fait comment à l'Assemblée? C'est-à-dire, un député monte, il condamne ces PDG-là, les DG-là plutôt, il demande son départ. Il n'était pas seul. Plusieurs sont passés, y compris Eliezer Ntambwe, actuellement ministre. Il était parmi ceux qui avaient demandé le départ de ces messieurs-là. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Voilà pourquoi aujourd'hui on commence à dire que Kamer est incompétent. C'est l'une des causes. Parce qu'il fallait que le président de l'Assemblée nationale puisse poser la question aux députés, après tous ces débats, quelle est votre position? Au contraire, lui a dicté, on va mettre en place. Oui. Au contraire, ici, il lui a décidé de la mise en place d'une commission de contrôle qui devrait aller à la RVIA. Mais il y a une jurisprudence. Hein? Il y a un ministre des Transports qui a été démis de ses fonctions sur base d'une décision de l'Assemblée. Henri, c'est Henri Kousseyo, je crois. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsqu'il y a eu crash à Kingasani. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ouais. J'ai dit, pour qu'on prenne une décision de l'Assemblée nationale, ça doit passer par le vote des honorables députés. J'insiste, pas par la volonté d'un député, non, ou de 4-5, non. Il faut qu'on demande aux députés qui sont pour le départ de tel ou tel. C'est à ce moment-là que les députés vont se manifester, et cela c'est par vote secret. Parce qu'il s'agit d'un individu. Maintenant, je reviens à la question principale. Ici, s'il faudra qu'on puisse sanctionner les gens, c'est toute une chaîne de gens qu'il faut sanctionner. En commençant par? Il faut commencer d'abord par la présidence de la République elle-même. Moi, j'ai dit ça. Laissez-moi parler, papa. Vous n'oubliez pas que je m'explique. Allez-y. À la présidence de la République, il y a un service spécialisé chargé de logistique aviation, où il y a toute une équipe avec tous les matériels. Ces gens-là devaient suivre de plus près. Parce que quand le chef veut quitter, on n'annonce pas le service. Attention, prenez toutes les dispositions. Le chef va quitter telle heure. On dit nécessaire. Oui, excusez-moi d'être un peu dire comme ça. Je ne suis contre personne. Je ne suis contre personne, s'il vous plaît. Et en dehors de ce service-là logistique de la présidence de la République, je sais qu'à cette heure, ils disent, mais lui nous expose. Je n'expose personne. Moi, je parle de la vie du chef de l'État. Il y a les services de sécurité de la présidence de la République
qui devrait se rassurer si toutes les dispositions étaient prises, comme ils le font quand ils quittent la présidence pour aller à l'aéroport pour les prendre. Et ça a été fait. J'arrive maintenant à l'aéroport. L'investeur là, c'est un petit appareil qui sert juste à quitter une ligne pour aller sur une autre. Donc, c'est un manivelle. Un manivelle. D'ailleurs, maintenant, c'est déjà automatique. C'est déjà automatique. Tel que nous sommes sur le courant SNEL ici. C'est-à-dire, à la même minute où il y a coupure ici à la RTNC, automatiquement, ça remonte le groupe Temar. Est-ce que ça était le cas avec le cas de ce jour-là? Ce n'est pas possible. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, j'y arrive maintenant à ce qui concerne d'abord l'état psychologique du chef de l'État. Nous tous ici, nous prenons des avions, mes chers amis. Quand vous êtes dans un avion et qu'il y a une turbulence d'une minute en l'air, je parle bien, une turbulence de 30 secondes. Qu'est-ce que nous avons toujours fait, nous tous ici, parce que nous voyageons. Surtout lui, il voyage chaque jour ici. La prière. C'est Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ou c'est Seigneur Jésus, ou c'est celui-là où c'est Simon Kimbangu. Chacun invoque les ancêtres. Celui-là dit Halakubara, Halakubara, Halakubara. Mais vous pouvez vous imaginer pour le chef de l'État qui passe plus de 40 minutes en l'air. Et les gens pensent que c'est rien. Qu'est-ce qu'il faut? C'est qu'il faut, si je vais y arriver. Ouais. Tous ceux qui doivent faire partie de cette chaîne-là, telle que moi j'ai dit là, doivent être entendus sur PV, que chacun se justifie. En commençant, comme il a dit là. Parce qu'en principe, les responsabilités sont partagées. Je n'ai indexé personne. Les responsabilités sont partagées. J'ai commencé par de l'autre côté jusqu'en bas. Donc, il faut que chacun passe pour expliquer. Chacun va se défendre, non? Celui-là, il dit, non, moi, à mon niveau, voilà ce que moi j'avais fait. Mais c'est comme c'est le prof d'Adi qui devrait faire ceci, lui n'avait pas fait. Lui aussi dit, non, moi j'ai fait ce que je devrais faire. Mais comme c'est Suleiman qui devrait faire, qu'il n'a pas bien fait. Lui aussi, non, moi c'est Rima Simbo. D'ailleurs, c'est celui qui était le plus proche de moi. Qui devait acheter l'investeur. Qui devrait acheter l'investeur. Donc, bref, nous rions, nous disons Dieu merci, parce que le président vit. À cette heure, on devrait même parler de ça. Donc, c'est une légèreté dans la gestion de la République. Eh bien, ici, le président, je sais qu'il a toujours eu un grand cœur, il se croit être prêtre, il se croit être pasteur, partout il pardonne. Non, monsieur le président, ici ce n'est pas votre affaire. Taisez-vous, laissez les services faire le travail. S'il faut sanctionner les gens, laissez-les sanctionner les gens, il va de votre vie. Merci Cléophas, merci à vous tous pour ces biscuits. On vient de manger, on termine. Alors, c'est un biscuit important. Voilà, il était très important. Voilà, c'est le chef de l'État. Exactement. D'accord. Maintenant, allons au Parlement. Au Parlement, hier, c'était l'ouverture de la session de septembre avec des tensions au niveau de l'Assemblée nationale. Puis, bon, comme c'est l'ouverture, il y a une seule matière, notamment les discours du président de l'Assemblée comme du président du Sénat. Et donc, je crois que vous avez suivi religieusement ce que le président de l'Assemblée a dit dans son discours, notamment, beaucoup plus sur la pétition. Et je commence avec vous, professeur Dadi Saleh. Vous avez suivi les discours, il y avait une pétition 235... 64 déjà. 264. Je pense. Quelque chose comme déjà collecté, et puis le président de la République, plutôt le président de l'Assemblée nationale, reconnaissant tout ça, a eu d'abord des réunions, et puis, dans son discours, il a demandé pardon. Oui. Il a demandé pardon
Et puis, il a demandé qu'il y ait la paix, comme toujours, il est appelé pacificateur, et puis il a souhaité qu'il y ait l'unité, et il a répondu déjà aux revendications des pétitionnaires. Quelle est votre appréhension? Comme il a demandé pardon, on peut pardonner, laisser passer. Je pense que si on doit d'abord retourner à l'essentiel, il y a eu 3 grands temps forts par rapport à cette rentrée parlementaire. Normalement, comme vous avez dit, c'est les discours. Ça devait être ça, les grands points de la journée, mais malheureusement, ça n'a pas été que ça. Il y a eu ces discours, on va commenter ça tout à l'heure. Et puis, il y a eu maintenant la remise de cette pétition. Ouais. C'est quand même fort parce que ça touche aussi le président de l'Assemblée et que pour l'instant, ça touche beaucoup d'intérêts et politiques et social et sécuritaires surtout. Et il y a eu le 3e grand temps fort, c'est le dépôt par la Première ministre, parce que le gouvernement a été très bien représenté par la Première ministre de la loi financière 2026. Ce sont les 3 grands temps forts. Alors, rapidement, j'ai fait un commentaire. Pour le premier temps, on comprend les discours du président de l'Assemblée nationale Caméré. Il sentait naturellement qu'il n'était pas dans une très très bonne position. Il y a eu un combat, comme il sait le faire, les combats politiques s'est effectué et que malheureusement, il n'a pas pu jusque-là gagner. Jusque-là, c'est un peu comme si, quand vous jouez, vous êtes à la mi-temps, n'est-ce pas? Vous avez déjà 4 buts à 0. Parce qu'il faut bien noter que... 4 buts encaissés. Oui, 4 buts encaissés, mais ce n'est pas encore la fin du match. Et là, vous voulez dire que Caméré a déjà encaissé 4 buts? Oui, au moins 4 buts à 0. Pourquoi? Parce qu'effectivement, déjà, avoir plus de 100 signatures, ce qui fait que ça les met en danger. Puisqu'il aimerait bien éviter, toute personne, c'est normal, aimerait bien éviter cette condition-là de 1/4 pour déposer déjà une pétition contre vous. Donc, c'est la première chose à éviter. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Tout le monde a compris les soubresauts, hôtels, on a mis les gens en prison. Tout le monde connaît un peu tout ça. C'était des combats politiques, à tort ou à raison, parfois à tort, parce qu'il y a des députés qui ont été arrêtés quand même, ou bien mis... devant la sécurité, ce qui a fait beaucoup de choses. Deuxièmement, troisième but, 4e but, là, si les informations qu'on a sont vraies, c'est plus de 263. Alors, qui marque ces buts-là? Ce qui marque les buts, c'est les camps des gens qui veulent qu'ils puissent partir. Ça va? Là, nous parlons de Mbindoulé. Oui, 4 buts à 0. Oui, 4 buts à 0. Pourquoi? Parce que, exactement, avec 262, plus de 260, plus de 250, vous êtes déjà à la moitié plus 1. C'est-à-dire effectivement que si ces députés-là restaient fidèles à leur signature de la pétition, le président est déjà parti. Il n'y a même pas à trop discuter. Même s'il faut maintenant discuter, échanger, mais s'ils gardent leur position, le président est déjà parti. Vous comprenez? Donc au moment de vote, ceux qui ont signé quand même sont supposés assumer leur signature. C'est-à-dire effectivement que le président, soit il est supposé faire des remontadas. Vous avez compris? Remontada, ça signifie que vous êtes dans une très mauvaise posture et qu'il faut marquer 4 buts dans moins de 20 minutes ou bien 10 minutes. C'est ça la situation actuelle du président de l'Assemblée. Donc il n'est pas dans une très bonne position. Maintenant, moi ce qui me concerne, si nous prenons maintenant le 3e point, le dépôt du budget, parce que c'est là où ça me concerne au plus haut niveau. Ça va? On a déposé un budget de plus ou moins 20 milliards,3, ok? Et qu'effectivement, il y a 8 milliards qui sont supposés venir de l'extérieur, 12 milliards,2 venir de l'intérieur, recettes internes, et qu'exactement, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a plusieurs priorités. Ce qui fait qu'effectivement, moi, professeur Dr Dadi Saleh, j'avais demandé, je continue à demander au chef de l'État de s'écarter des gens de 1+4, d'abord politiquement et en utilisant toutes les voies légales possibles. C'est à ce moment-là que moi, je suis d'accord avec cette pétition. Mais si cette pétition, c'est juste pour enlever Saint-Pierre, pour mettre Saint-Paul, ça va, et pour des raisons politiques, pour moi, ça ne sert à rien. Ce qui fait que ça ne concorde pas avec le budget. Moi, j'ai proposé les budgets de guerre, la loi financière de guerre. Et là, malheureusement, nous n'avons pas une loi financière de guerre.
Nous avons une loi presque pratiquement normale qui a comme priorité, oui, ils écrivent sécurité, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas un budget de guerre, absolument pas. Il y a l'augmentation. Oui, un peu légèrement, les grandes lignes parce qu'on ne l'a pas encore, ça va. On a juste les grandes lignes. Donc, les grandes lignes, parce que déjà, l'intitulé d'un budget, et avec le priorité, devait être clair. C'est un peu comme l'énoncé d'une sorte d'exposé. On connaît déjà. Vous avez aimé quand Mouzito a parlé du budget des combats. Ouais. Oui, malheureusement, ça ne semble pas se refléter. Les grandes lignes, comme on les a présentées, ça va. Il y a plusieurs priorités. Tout est prioritaire entre guillemets. Les infrastructures, les sociales, le PL2, 145 territoires. Ce qui ne m'arrange pas. Des grandes marges. La sécurité vient comme tous les autres points. Je pense effectivement que la différence, comme on a dit, on ne nous écoute pas. C'est technique, ce n'est pas une histoire politique des sentiments. C'est technique. Une loi financière de guerre n'a rien à voir avec ce qui a été proposé. Ce qui fait que je ne suis pas content qu'on ait un président, un nouveau président du Parlement, ça va, qui va se dire qu'il n'a pas une loi financière de guerre. Ça va. Donc, je demande par exemple au président qui sera là, parce que j'ai confiance qu'on aura un nouveau président de l'Assemblée. Les nouveaux présidents de ça c'est mon souhait, je l'ai dit, je pense que je ne suis pas un opportuniste. C'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. Ça va. Si nous pouvons avoir un président de l'Assemblée pour la guerre, ça va, quel que soit son nom, qu'il soit là pour la guerre, avec une mission claire pour une loi financière de guerre, dans ce sens-là, ça dit que je demande à ces présidents-là et au Parlement de reprendre ces budgets, de le renvoyer totalement, ça va, parce que c'est eux, comment on les appelle encore une fois, les autorités budgétaires. Ils devraient renvoyer, ça va, ces budgets en corrigeant, en demandant et en exigeant que ce soit une loi financière de guerre avec une économie de guerre. C'est-à-dire nous battons. Même comme autorités budgétaires peuvent améliorer. C'est ce qui pas améliorer, ils peuvent changer. Voilà. Totalement, bien sûr, en collaboration, parce que c'est eux les autorités budgétaires. Ce qui proposent, la loi est claire, ce qui proposent, c'est les gouvernements, mais ce n'est qu'une proposition. Vous proposez maintenant, entre guillemets, à vos chefs. C'est ça les pouvoirs législatifs. Les pouvoirs législatifs prennent et vous disent non, on n'est pas d'accord avec toutes vos propositions, nous refaisons totalement. Voilà nos propositions, parce qu'ils doivent quand même se mettre d'accord. Ouais. Mais celui qui doit voter, c'est qui? Ce n'est pas les gouvernements. Le gouvernement va appliquer la loi financière, ça va, qui vient de l'autorité budgétaire. Donc, est-ce que ça va se faire? Moi, les petits Dadi Saleh, souhaiteraient. Mais je crains que ça ne soit le cas. Donc, je pense qu'on est encore dans une distraction. Vous avez compris là où je vais. Nous risquons d'être dans une distraction. On demande au chef de l'État de prendre cette question à bras le corps et de comprendre que s'il ne fait pas la révolution politique, s'il ne fait pas la révolution économique, s'il ne fait pas la révolution culturelle, oui, le mandat va finir bientôt. Hein. Et écoutez, c'est lui qui va être jugé. Ce n'est pas le Parlement vraiment. Hein. C'est le président de la République qui va être jugé. Où sont les résultats? Vous n'avez pas permis... aujourd'hui matin, j'étais en train de lire, j'ai envoyé au service de sécurité à tous, ça va, ou comment est-ce que, au niveau de Burkina Faso, ils ont fait les RAD, Réserve Armée de la Défense. Là, il y a une vague de plus de 60 000 jeunes diplômés, licenciés, qui sont dans les RAD, c'est-à-dire Réserve Armée de la Défense. Et d'ici là, ils vont arriver à 300 000. Ils préparent la dissuasion. Ce que nous disons, je l'ai dit, ce n'est pas une matière de Dadi Saleh, ce n'est même pas une invention. Je ne comprends absolument pas comment est-ce qu'on peut avoir des hauts cadres, l'élite qui ne comprend pas la situation. Tant qu'on ne crée pas les rapports de force, or les rapports de force doivent se sentir dans les budgets. Vous comprenez? Les lignes budgétaires où c'est clair, où c'est en priorité, nous formons 60, 50, 100, ça va, on a 500 000 réserves armées de la défense, c'est-à-dire effectivement des réservistes prêts à se battre. Et nous, comme nous nous battons, certains vont directement, d'ici un mois, d'ici quelques jours, aller directement au front. Et là, nous avons déjà la chance d'avoir des VDP, c'est-à-dire les Wazalendo, qui sont sur terrain, déjà en train de se battre. Donc, nous avons l'avantage, contrairement au Burkina Faso, mais nous ne prenons pas avantage de ça. Nous avons pour l'instant des ministres provinciaux et des gouverneurs qui se permettent de négliger les Wazalendo et qui disent que ce sont des enfants perdus. Là, c'est au Maniema, par exemple. On a demandé effectivement au service de sécurité et à tous de bien remettre ces gens-là à leur place. La place, c'est que ce sont les Wazalendo qui se battent sur terrain avec le FARDC. Mais quand on a des politiciens qui s'hasardent à dire que non, les Wazalendo, on va même les traquer. Alors, le président est en train de perdre. Parce que pour l'instant,
Si le président de la République perd les Ouazalendo, heureusement, lui, il les félicite. Le président les félicite et les gens qui représentent le président disent que ce sont des garçons de course, ce sont des bons à rien, ce sont des traîtres. Donc ils ne respectent pas effectivement la parole du chef de l'État. On vient de parler de légèreté de l'aéroport, vous avez compris? Ça, si cette légèreté continue, c'est tout le pays qui est en train de partir. Peut-être le président va rester en vie, mais s'il vous plaît, je pense qu'il ne va rien contrôler. Parce qu'effectivement, militairement, je vous le confirme, militairement, les Ouazalendo sont sur terrain, avec le vrai FARDC. Ça va? Beaucoup de FARDC sont avec les Ouazalendo, parce que ce sont des patriotes. Les FARDC sont aussi des Ouazalendo, c'est-à-dire des patriotes qui aiment la nation, qui meurent pour la nation. Merci, donc, c'est un cas terrible qui doit se refléter dans les budgets. Si ça ne se reflète pas comme ça semble être le cas, ben, je demande, le travail est encore possible. D'accord, mais ça puisse se faire. On n'a pas encore ouvert. Mieux vaut prévenir que guérir. Je suis un technicien, ça va, je suis un stratège. Donc je connais, j'ai lu, je vois déjà que nous allons dans une mauvaise direction. Vous alertez. Ben, bien sûr, c'est ce que je fais. On va dans une totale mauvaise direction. Un budget un peu comme, oui, 16% d'augmentation, mais pour faire quoi? Un budget un peu normal, quoi. Ça va? D'une vie normale. Et pourtant, on n'est pas dans une vie normale. D'accord, professeur. Merci. Alors, Suleiman Onese, vous avez suivi ce qui s'est passé à l'Assemblée. Le professeur, lui, est allé de manière holistique. Il a abordé en tout cas tout ce qui s'est passé. Budget, pétition, mais aussi les dépôts du projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Et vous, qu'est-ce qui vous a intéressé? La pétition pour les départs camérais ou le budget qui est un budget global, qui n'est pas un budget de guerre? Ce qui m'a intéressé pour nos députés, c'est leur façon de nous dérouter, comment réfléchir pour la République et penser seulement à leurs besoins. Je vais d'abord venir sur ce qui concerne le budget. Est-ce que réellement, comme j'ai toujours posé la question, la République a commencé avec ce régime? Je dirais non. Le régime est venu trouver déjà la République a déjà vécu plus de 50 ans. C'est-à-dire, la République existait et la République existera avec où ça est. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous allez comprendre que non, ce n'est pas la première fois qu'on parle de budget à l'Assemblée. Et je ne vois pas comment on peut en parler, parce que c'est une chanson de tous les jours, sauf les gens qui tirent un peu profit, qui peuvent couvrir ça. Nous connaissons depuis tout ce temps que les régimes passés avaient dirigé ce pays avec le budget que tout le monde actuellement négligé, de 3-4 milliards, qui ne représentait rien, selon les discours. Et revoit un peu la façon où la population vivait et la façon où le monnaie circulait au moins. C'était au moins soulageable par rapport. Alors quand vous nous amenez la fois passée, on nous a dit 16 milliards, toujours le budget. Arrivé encore autre année, on nous dit si c'est 12 milliards. Mais prenez, moi je ne vais pas aller faire trop de littérature sur ces budgets, prenez le temps qu'on nous a parlé que non, le budget était déjà revu à la hausse d'autant de milliards. L'état de vie, nous, peuple congolais, je ne sais pas, au moins les gens qui vivent derrière cela peuvent dire autre chose. Mais nous, les peuples congolais, au fin fond de la République, à l'intérieur, et non pas... D'ailleurs, même ici à Kinshasa, allez côté Kimbasé, que vous allez trouver que non. Vous allez trouver encore qu'il n'y a pas encore cette teneur-là. Les goûts-là de nous dire que non, il y a eu hausse des budgets. Tout ce que vous nous dites là, ce sont des chiffres. Les peuples congolais n'ont rien à voir avec les chiffres-là qu'on va nous dire. Je vais revenir à ce qui concerne la pétition. Oui, mais en fait, cette famille politique actuelle... S'il vous plaît, il faut revenir sur les budgets. On avait un budget... L'Assemblée nationale n'a pas traité seulement pour le budget. On avait un budget de 18 milliards. Voilà. Mais lorsqu'on mobilise jusqu'à 20 milliards
pouvez pas féliciter, vous commencez déjà à dire les chiffres ne disent rien, tout ça, pendant que sous les anciens régimes, on avait un budget de 600 millions. Aujourd'hui, lorsque le pays mobilise jusqu'à 20 milliards de dollars, vous ne pouvez pas féliciter. Mais, Prévoit à mobiliser. Monsieur Gustave, vous devez bien ajuster nos phrases. Prévoit. Et ce n'est pas encore mobilisé. Et même si c'était mobilisé, bon, parce que c'est ça que je viens de vous dire. Ça n'a pas commencé qu'hier avec l'histoire des budgets. Les budgets ont commencé depuis le début de ce régime. On nous parlait de 18 milliards, comme vous venez de le dire. Mais dans les 18 milliards là, je ne sais pas si vous avez suivi comment j'ai un peu de... Allez-y, j'avais bien suivi. Ok, j'ai dit ceci. Dans les 18 milliards dont on nous parlait là-bas, on nous avait beaucoup parlé. Et tout le monde passait, non, on félicitait, on encourage. Mais du point de vue, l'impact social sur la vie sociale de la population congolaise, est-ce que nous le sentons? Et vous allez revenir encore un peu plus loin. Mais c'est que ça, vous êtes fonctionnaire. Et vous n'êtes pas les seuls, ils sont très nombreux qui sont de nous suivre. Vous savez-vous que non, il y a eu sur ce plateau, on avait parlé, quand on nous avait dit de 18 milliards, on nous avait dit non, on va ajouter quelque chose pour les fonctionnaires de l'État. Vous avez reçu ça? C'est sur base de ça on a ajouté. Il faut mener des recherches pour savoir si on a ajouté ou pas. On a ajouté, poser des questions aux fonctionnaires de l'État. Ils vont vous dire qu'on a ajouté comme on avait dit. Monsieur Gustave, il ne faut pas faire quelque chose où, au lieu de dire la vérité aux autorités, vous êtes tenté d'enduire. En enduisant ça, c'est la raison pour laquelle vous trouvez au jour d'aujourd'hui, à l'aéroport, vous nous avez donné tout un département, tout un ministère où les gens sont de faits, ils sont de faits. C'est avec ce que vous êtes de dire là-bas. Laissez-nous dire ce qui est vrai. La République démocratique du Congo. Oh, monsieur Gustave. On a ajouté, mais si ce qui est ajouté est minime et suffisant, mais on a ajouté, c'est ce qu'il faut dire. Dire qu'on n'a pas ajouté, non, on a ajouté quelque chose, mais qui n'est toujours pas suffisant. C'est ce qu'il faut dire. Monsieur Gustave, je pense que non, vous avez fait la mathématique, et même si vous n'en avez pas fait, vous avez étudié la mathématique. Imaginez-vous que non, pour réussir à avoir les moyennes sur 10, il faut au moins avoir 5. Et la personne vous dit, ou votre enseignant vous dit non, comme vous avez 3, je vous ajoute 0,5. Donc vous avez 3,5. Est-ce que vous avez réussi? Et pour là, vous dites non, vous voulez parler, vous dites non. C'est une façon de vous bloquer. Ce qui n'est pas vrai, monsieur Gustave. Vous voulez qu'on parle comment? Ça, ce n'est pas ce que la population cherche. Imaginez-vous dans le secteur de l'enseignement. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais parler seulement sur les commencer encore les Non, bulletins. je ne parle. Non, j'ai déjà compris que non, ils se couvrent entre eux. C'est la famille politique que je ne vais pas entrer aborder le problème des bulletins. Non, je ne vais pas entrer là-bas. Dans l'enseignement. Prenez que non, ici à Kinshasa, on paye l'enseignant un chiffre. Mais arrivez chez nous au village. Vous aussi, vous êtes villageois, vous avez un village. Demandez vos enseignants qui sont là-bas combien ils sont payés. Alors, vous allez nous dire que non, parce qu'on a ajouté combien? Alors, qu'est-ce que vous voulez pour le budget de 20 milliards? Non, ça, nous n'avons pas besoin de ces bruits-là, des milliards. Nous, on a besoin de paix que nous voulons, que ça soit palpable, que la vie sociale soit impactée. On n'a pas besoin de théorie. D'accord. On n'est pas des théoriciens. J'arrive sur les points de pétition. Alors, en ce qui concerne les pétitions et les pétitionnaires, écoutez, dans tout ce que nous avons parlé, vous allez suivre que quand le débat passera, que ce soit un âge qu'on va mettre là-bas pour gérer l'Assemblée nationale, vous n'allez pas suivre un député dire ce que nous disons que non, que la vie de la population n'est pas au top ou ne se retrouve pas comme elle cherche. Les députés cherchent pour leurs propres besoins. Alors je ne vois pas moi un Congolais qui ne gagne rien de cela. Je vais maintenant appuyer la vie d'une personne qui cherche à tout prix pour eux. Ça pouvait être important de dire que non, bon, comme nous sommes les élus du peuple, nous travaillons pour le peuple. Ce sont ces peuples-là qui nous ont donné le pouvoir. Par conséquent, au lieu de nous donner autant de millions ou de mille de dollars, vous pouvez réduire, au moins revoir un peu notre vie, réduire un peu, et puis ajouter, que ce soit même 1 franc à tout fonctionnaire. Ça pourrait être une bonne chose. Que de dire que non, nous avons fait une pétition pour leurs propres intérêts, parce que c'est là, ça les engage. Et la raison pour laquelle, le début, je vous ai dit,
les députés cherchent à détourner seulement notre raisonnement. Le raisonnement que nous avons, c'est pour l'Est de la République. C'est de cela qu'il devait beaucoup parler. On ne peut pas s'éterniser seulement sur la déclaration d'un individu. Non, non. Proposer des lois qui consistaient à faire la guerre, proposer les idées aux autorités ou à leurs collègues, comment mettre fin à ces problèmes que nous trouvons à l'Est. Et d'ailleurs, je trouve encore cette itinéraire quelque part, où il y a un député qui se dit de Nord Kivu, de lui-même là-bas, pour au moment où je vous parle, il n'a pas le temps d'arriver à Goma. Mais il fait des pétitions ici, il signe des pétitions ici, au lieu de réfléchir comment on peut faire. Donc toi, tu es contre la pétition. Moi, je suis pour la paix de la République. Tu es contre la pétition. Je suis pour la paix de la République et non pas pour les intérêts égoïstes des individus. Ah, d'accord. Donc les revendications sont fantaisistes selon vous? Bon, je sais que dire que tous les députés ne vont plus réfléchir comme nous réfléchissons. Nous réfléchissons beaucoup, c'est peut-être parce qu'on mange paix. Alors, et comme ils mangent déjà beaucoup, ils sont dans le confort. Les confortistes. Oui, les confortistes là. Comme ils sont dans le confort, ils voient que non, la vie se limite là où ils sont. Mais nous ne voyons pas ce qu'ils sont. Nous voulons que la République se sente. Mais parce qu'ils sont mis dans de mauvaises conditions qui pouvaient leur permettre de bien travailler, vous pensez qu'ils ne peuvent pas réclamer? Vous n'allez pas me dire que non, un enseignant qui est moins payé qu'un député, qui se réveille tous les jours pour enseigner ton enfant, mon enfant et nos enfants, est bien payé que les députés, mais ils ne déclarent pas, ils vont. Mais vous les avez, s'il vous plaît. Les députés n'ont pas que leur famille, ils ont leur fief. Hein. Quand quelqu'un meurt, ils interviennent. Quand il faut mettre un pont, quand il faut mettre un pont, quand il faut, je crois que l'honorable Nyerere nous en dira davantage. Et donc, vous ne voulez pas qu'il réclame. Écoutez, mettre un pont, il faut voir aussi la qualité des ponts. Nous sommes des villageois, nous vivons avec tout le monde. Nous sommes à la cité. Maintenant, vous dénigrez les ponts parce que... S'il vous plaît, qualité des ponts. Et puis, vous attendez que la personne meure pour que vous envoyez. D'accord, ce n'est pas un problème. Est-ce constitutionnel? Ce n'est pas constitutionnel. Ça, c'est la vie normale. Est-ce que vous, entre vous et moi, vous ne pouvez pas me donner l'argent? Donc, quand il compatit avec la base, c'est mauvais. Est-ce qu'il est dit que non, pour compatir avec la population, il faut que vous soyez député? Nous, tous les jours, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, ce matin, nous ne sommes pas comme eux. Nous, les paix que nous avons, nous donnons aux gens sans faire du bruit. Tandis que il fait paix, mais il parle trop. D'accord. Alors, c'est pour vous dire que non, un député n'est pas extra-congolais. Il doit suivre, être congolais comme tous. D'accord, merci. Voilà, pour qu'il soit député, il y a aussi les enseignants. Merci, les enseignants qui ne réclament pas. Merci. Vous avez compris. D'ailleurs, récemment, il y a des professeurs. Les professeurs, vous étiez là-bas. Vous avez vu comment vous a traité. Alors, les députés, vous avez fait des mémos? Merci. Vous avez fait des pétitions? Cléophas, merci. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez nous dire? On est ici, merci. Alors, Cléophas Nyembonyere, quelle est votre appréhension de la situation qui prévaut aujourd'hui à l'Assemblée nationale? La pétition a été déposée, les portes étaient fermées, on a fait appel à un huissier de justice pour déposer la pétition. Comment vous analysez tout ça? Pourquoi fermer les portes? Pourquoi? Mais il y a eu un pardon. On a demandé, le président Kamere a demandé pardon, et puis il a dit qu'il a répondu aux différentes revendications. Pourquoi les faire partir? En même temps, vous êtes de l'Union sacrée. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Je crois qu'on apprend chaque jour. On peut rester ensemble tel que nous sommes sur le plateau. Moi, je vais apprendre quelque chose de lui, ce que moi je ne connaissais pas. Vice-versa. Vous allez voir que quand il a commencé à parler du budget, il est allé en détail. Il est spécialiste, expert dans sa matière. Là, je ne peux pas m'hasarder, moi, à entrer en dispute avec lui. C'est parce que je sais que c'est sa spécialité. Maintenant, je voudrais qu'on parle un peu de la pétition. Mais je voudrais, avant d'y arriver, dire que les députés n'est pas un extraordinaire. Les députés, c'est un Congolais comme tout autre Congolais,
mais qui a bénéficié de la confiance de la population pour une durée bien déterminée de 5 ans. Il n'est pas extra-congolais. Oui, je dis bien qu'il n'est pas extra-congolais. Mais quand même, vous l'avez sorti de la société pour l'élever quand même. Il n'est pas extra-congolais, mais c'est quelqu'un qui a bénéficié d'un appui, d'un soutien, d'un choix de la population pour le représenter. En d'autres termes, c'est-à-dire, vous, là, vous avez dit que moi, pendant les 5 ans ici, les dossiers de la République, moi, je ne peux pas parler. Voilà l'homme qui va parler pour moi, pour la République. C'est ça l'essence d'un député. C'est pour cela qu'on nous appelle les parlementaires. J'arrive en ce qui concerne le budget. Je voudrais appeler le professeur au calme et lui dire que dans les us et coutumes parlementaires, quand on dépose les budgets tels qu'on a déposé hier là, on ne l'ouvre pas. On les dépose. Il arrivera un moment où le bureau de l'Assemblée va d'abord convoquer la conférence de présidents. Cette conférence de présidents va se réunir et elle va arrêter le calendrier de la session. C'est quand on va arrêter ce calendrier de la session, on va l'amener en plénière pour que ce calendrier soit d'abord adopté par tous les députés. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape est que on va prendre ces projets, ça s'appelle bien projet de budget, on va remettre ça à une commission qu'on appelle la commission ECOFIN. Donc cette commission-là n'est pas fermée. Elle n'est pas totalement fermée. Je vous l'ai dit, il y a 2 possibilités que vous puissiez amener votre contribution, comme vous êtes expert en la matière. La première chose, c'est d'écrire officiellement au président de la commission, si on peut vous autoriser à participer à l'échange. Parce que cette commission travaille toujours avec une commission qui vient du gouvernement. C'est comme ça. Et la deuxième possibilité est que vous pouvez contacter un député de votre choix, que vous trouvez que sa tête est en place, il est à même de prendre la matière que vous avez. C'est clair. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai mal dit? Allez-y, allez-y. Allez-y, le temps est parti, Monsieur Clofas. Allez-y. Non, vous avez la parole. Il nous reste que... Mais c'est important pour lui parce qu'il est expert en la matière, il faut qu'il sache ce qu'il doit faire. Donc, vous trouvez ces députés-là, que vous allez trouver qui a la tête en place, je pèse bien le mot, qui a la tête en place. Qui peut prendre en charge. En charge, ce que vous avez comme souci. Vous lui dites, honorable, comme moi, je n'ai pas le pouvoir d'accéder dans la commission, et je ne peux pas accéder facilement. Mais vous, vous êtes député, nous vous avons élu pour ça. Voilà ce que je vous propose. Vous faites ça, papa. Il va entériner ça, ça devient son dossier et il va l'amener. Voilà pourquoi j'ai préféré commencer par là. C'était très important. Maintenant, j'arrive à ce qui concerne la pétition. La pétition qui a été... S'il vous plaît, vous avez mis les camps ou bien vous avez enlevé les camps? Parce que l'émission passée, c'était sans camp. Aujourd'hui, vous avez mis des camps ou bien vous les avez... Je vais très calmement... Sans gants ou bien, sans gants ou bien avec... Là où il faut y aller sans gants, j'irai. Là où il faut porter les gants, je les porterai. Alors, je disais que cette pétition est un exercice parlementaire normal. Ce que les gens retiennent d'abord comme ça. C'est un exercice parlementaire normal. Pas un acharnement. Non, rien du tout. Et puis, déposer une pétition, ça n'a rien à voir avec le moment. Non, pour dire... Le moment n'est pas bon, ou bien ce moment ici est bon. Ce n'est pas dit dans le règlement de l'Assemblée nationale. Il y a la guerre à l'Est, vous voulez faire partie... Rien du tout. Je dis, le règlement n'interdit pas de déposer une pétition parce qu'il y a la guerre à l'Est. Non, rien du tout. Vous n'allez pas me dire que quand on avait élu Kamere à ce poste-là, il n'y avait pas la guerre à l'Est. Il y en avait. Vous n'allez pas me dire que cette pétition est la toute première depuis que le Congo est Congo. Non! Ce n'est pas un problème identitaire. Voilà, la chasse j'y arrive, papa. Laissez-moi y aller, mollo. Allez-y, je vous complète. Monsieur Gustave, l'honorable Vital Kamerhe était président à l'Assemblée nationale en 2006.
Il est arrivé en 2009 qu'il a connu des problèmes avec sa propre famille politique qui a été dirigée par Kabila. L'honorable Vital Kamerhe, à ce moment-là, vous allez me dire qu'il était de l'Équateur, il était Mswahili et Kabila était Mswahili. Donc c'est un faux débat. Penser que parce qu'il est Mswahili et on combat les Baswahili, ça c'est un faux débat. Deuxième motivation pour ce que vous avez dit là, le tribalisme. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que le président de la République est tribaliste. Il est tribaliste en quoi, Gustave? Les directeurs de cabinet du chef de l'État, donc le chef de l'administration à la présidence de la République, c'est un Mswahili. Le président du Sénat, ici en RDC, c'est un Mswahili. L'actuel président de l'Assemblée nationale, Kamerhe lui-même, est un Mswahili. Le chef de la garde républicaine est un Mswahili. Donc, si je me mettais à citer la liste ici, vous allez dire, ah, honorable, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Donc, c'est un faux débat. Il n'y a rien de Baswahili. Et pour confirmer ce que j'ai dit, vous allez voir que l'état-major. Oui, même le chef d'état-major. Il est Mswahili. Et vous allez voir que, pour confirmer ce que j'ai dit, vous allez voir que l'initiateur de la dite motion lui-même est un Mswahili. Pourquoi vous passez à ça? Parce qu'il devrait dire que je suis Mswahili, je ne le fais pas. Donc ça, c'est un faux débat. Et vous allez voir que hier, il y a eu tiraillement, bagarre dans l'Assemblée. C'était entre qui et qui? C'était entre les Baswahili. Il n'y a eu rien de Louba et de... Non, non. C'est entre les députés swahiliphones eux-mêmes. Si vous n'avez pas les images, si vous me permettez, à la fin, je vais vous les transférer. Donc ça, c'est un faux débat. Ça, je mets ça de côté. Maintenant, je reviens à la motion, à la pétition elle-même. Les revendications. Les revendications que les députés ont mis dans leur pétition, ce n'est qu'un canevas. Quand on rédige une pétition, c'est comme une question orale, en fait, une question écrite adressée à un ministre. On ne reprend pas toutes les pensées, donc tous les noms dits dans ces documents. Non, non, ce n'est qu'un canevas, c'est-à-dire un document qui oriente les grandes idées de ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont écrit là, ça sera que ça, les vraies motivations qui les amènent à demander le départ. Mais lorsqu'ils... Dans les grandes idées-là, lorsqu'ils mettent en place beaucoup plus de choses qui les concernent. C'est pourquoi Suleiman dit qu'ils ne voient que leurs intérêts et pas l'intérêt public. Et donc, pour lui, comme ce sont des revendications... Ils ont mis un point que vous minimisez davantage. Ils parlent de l'incompétence. Ouais, ça englobe beaucoup de points. L'incompétence, c'est quoi? Voilà, il est professeur, il m'a appris même, il dit ça. On parle de l'incompétence. Et la gestion opaque. Maintenant, il faut préciser qu'est-ce qu'on entend par incompétence par les honorables députés. Il peut y avoir beaucoup de choses, comme le professeur le dit. Donc, ne mettons pas la charrue devant le bœuf. Il a même précisé, il a dit qu'il risque d'aller en justice. Hein. Il risque de les traduire le président en justice. C'est-à-dire qu'il y a des points là-dedans. Merci bien, prof, de m'avoir complété. Donc, c'est pour dire que ce qu'on a donné, ce n'est qu'un canevas, que les gens ne puissent pas se précipiter sur ce qu'ils ont dit. Non, non, ils n'ont parlé que de leur vie. Non, 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 non. Ils parlent de l'incompétence. Rappelez-vous que Vital Kamerhe est la prise de pouvoir. Est-ce aussi une option soulevée par l'Union sacrée, sa famille politique? Je vais y arriver. Rapidement, parce que le temps est fini. Rappelez-vous, je crois que c'est le sujet le plus important. Le temps est fini. Parce que votre émission s'appelle Autour de l'info. Oui. Et c'est l'actualité qui est en vogue. Exact. Et c'est celle-ci l'actualité. Est-ce que vous pouvez m'accorder 2 minutes que je termine? Oui, allez-y. Allez-y, parce qu'on va terminer avec Eric. Alors, je disais que cette pétition-là, aujourd'hui, qui récolte plus de 260 signatures, si moi, Niemboué Nyerere, comme un ancien parlementaire, j'étais Vital Kamerhe, je remettrais moi-même la démission sans attendre que le dossier continue, pour préserver ma dignité. Je m'explique. La loi prévoit que pour que vous soyez démis de vos fonctions, il faut qu'on ait au moins plus ou moins 125 signatures pour que la lettre soit acceptée, qu'on puisse en débattre.
Mais aujourd'hui, à ce jour, nous sommes à 200, c'était hier, 262. Et d'autres signatures continuent à tomber dans les fiefs des motionnaires. C'est pourquoi le prof a parlé 4-0. Donc c'est pour dire que si moi j'étais Vital Kamerhe, je préserverais ma dignité et j'allais dire. Et puis plus grave. Mais il a demandé pardon. C'est là, j'allais dire. C'est comme si vous connaissez mon idée. Je crois que le commun des mortels, même ceux qui me regardent, ceux qui sont avec moi ici, qui s'excusent et peuvent compléter. Qui s'excuse s'accuse. Au moins, il ne met pas Suleiman. Non, il a suivi. Il connaît Suleiman ne peut pas compléter. Même Suleiman connaît ces principes universels. Qui s'excuse s'accuse. Là, chez Suleiman, ça donc, pour ce moment, on va dire qui s'excuse est pardonné. Non, qui s'excuse s'accuse. Pourquoi aujourd'hui Vital Kamerhe reconnaît que je suis en erreur? Et pourquoi arrive-t-il à demander pardon aux honorables députés? Il fallait attendre que la pétition puisse obtenir au-delà des signatures prévues pour qu'il puisse se ressaisir et venir demander pardon. Je chute par dire, vous pensez que c'est une manœuvre? La machine est déjà amorcée, je vous dis comme un ancien député, et il est rare que Vital Kamerhe puisse résister à la colère de cette machine, connaissant bien les us et coutumes parlementaires. Donc l'Union sacrée a accepté aussi les carottes sont dans sa majorité. Ici, il s'agit d'un problème d'abord des honorables députés. C'est une cuisine interne. Je vous l'ai dit la fois passée, en termes lingala, j'ai dit Soki Ngando à ABC. Bon, je connais mal le lingala. Je voulais dire que donc, si le crocodile vous dit que l'hippopotame est malade, croyez-les, parce que ce sont eux qui vivent dans l'eau. Donc tout ce qui a été dit dans le discours, le pardon, l'unité, la paix, et les revendications, donc ça n'a rien changé. Je voulais vous dire ceci. D'abord, vous m'avez posé la question pourquoi les bureaux étaient fermés. Là, on devrait déposer la pétition. Pourquoi on avait donné cet ordre pour qu'on ferme ce bureau-là? C'est-à-dire, il y a eu déjà un problème. Et quand maintenant on fait appel à un huissier de justice pour qu'il puisse recevoir ces dossiers, vous pensez qu'on va bien chuter? Donc, vraiment, je demande encore une fois pour terminer à l'honorable Vital Kamerhe, envers qui j'ai beaucoup d'estime, que le moment de rendre l'établi dans le calme et de regagner les bancs, il va rester un acteur politique et il va sortir tête haute au lieu d'accepter de faire le bras de fer avec les honorables députés. Alors, Eri Massimbo, on dit toujours une faute avouée est à moitié pardonnée. Vous ne pensez pas que ce que Vital Kamerhe a fait hier devant ses pairs, devant le peuple congolais, il a dit qu'il a travaillé pour ce pays, il a œuvré pour la paix. On l'appelle pacificateur, il aime la paix, il aime l'unité, et puis il a demandé pardon pour que les choses, vous pouvez quand même accepter que ça passe comme ça, et puis continue le travail au lieu de déranger encore les choses. En fait, quoi, il s'est excusé, en fait. En bon chrétien, je crois qu'ici nous sommes tous des chrétiens. En bon chrétien. Non, lui est musulman. Voilà, en bon croyant, à chaque fois que vous vivez avec les gens dans la société, quand vous vous êtes séparés ou lors d'une séparation, avant de vous séparer ou quand vous vous retrouvez, vous devez toujours, en bon croyant, présenter les excuses. Peut-être votre comportement d'une manière ou d'une autre a choper telle ou telle autre personne. Donc, présenter les excuses et demander pardon, je ne sais pas, cela est dit soit à des relations qu'on peut avoir avec telle ou telle autre personne, je pense. En bon chrétien, c'est l'exercice normal et la foi nous recommande toujours le faire. Donc, c'est comme si la foi aussi nous dit, par exemple, à chaque fois que vous dites une chose, dites toujours que non, Dieu voulant. Parce que les demain ne vous appartient pas, demain appartient à Dieu. Donc, ce qui se passe à l'Assemblée nationale... Vous voulez dire quoi par là? Que ce que Kamerhe a fait, c'est l'habituel, bon, ça n'a rien d'impact sur... dans les us et coutumes
des chrétiens. C'est fini et ça n'a rien à voir Bon, avec... par rapport à ce qui lui engage avec l'Assemblée, je pense que ici, le peuple n'a rien à voir avec ça. Hein? Si c'était pour un biscuit, ou le prix d'un pain, d'une boîte de sardines, ou le prix de transport, d'accord, avec les demi-terrains et tout ça, les députés n'allaient pas faire tous ces bruits qu'ils ont fait là. Rappelez-vous des 90 millions de dollars qu'Mbosso avait sollicité pour l'achat de véhicules. Ça n'avait acheté que 10 véhicules Coaster, d'accord, et 12 véhicules Yas, pour 90 millions qui étaient sortis à l'époque de Mbosso, quand il était président. Mais pourquoi les députés n'ont pas fait de murmures, n'ont pas crié tout autour de cet argent-là? C'est parce qu'on s'approchait de la période électorale, l'argent était partagé. D'accord? Et ce dossier-là, jusqu'à ce jour, est resté classé. L'Assemblée nationale, si par rapport à la gestion de l'Assemblée nationale, mais l'Assemblée nationale, jusqu'à ce jour, c'est une salle de spectacle. C'est normal que nous puissions vivre tous ces spectacles que nous sommes en train de vivre là. Pourquoi? Parce qu'ils siègent et logés, l'Assemblée est logée dans une salle de spectacle. Comment vous faites mais cette corrélation là? Mais c'est une complexe, non? Ça appartient au ministère de la Culture. Donc tout ce qu'ils font, c'est du spectacle. spectacle. Pourquoi? Parce que c'est logé dans une complexe de spectacles. Ça appartient au ministère de la Culture. Donc, c'est pour ça que nous voyons tous ces spectacles-là, dont le peuple ne tire même pas profit. D'accord? Il y a eu la chute de Goma, il y a eu la chute de Bukavu. D'accord? Qu'est-ce qui ça a été? Est-ce que ça a intéressé nos députés? Non. Après s'être réunis une seule fois. Donc vous êtes contre la pétition? Non, non, être contre ou pour, je ne suis pas membre de l'Assemblée nationale. Mais en tant qu'analyste, je vois les vous priorités. Ne trouvez pas pourquoi... Je vois les priorités dont il devrait se saisir. C'est le priorité liée à l'intérêt général, pas aux intérêts particuliers. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même avait raison de dire que depuis qu'il attendait des suggestions, des recommandations, des stratégies pour mettre fin à la guerre, il n'en reçoit pas. D'ailleurs, le chef de l'État lui-même avait traité de l'union sacrée d'un pesanteur. Cléophas a dit, il a évoqué l'incompétence, ça cache beaucoup. Moi, dès le début, lorsqu'on a installé l'Assemblée, j'avais dit que cette Assemblée-là ne m'engage pas. D'accord? Parce que j'avais regardé le profil des gens qui constituent et comment est-ce que ça s'est fait. Je me suis dit directement que... il vient d'une vacance parlementaire. Vous pouvez chuter parce que... Il vient d'une vacance... S'il vous plaît, Gustave. Vous pouvez chuter, on a fini. Ils viennent d'une vacance parlementaire. Demandez à tous les spectateurs qui nous suivent ici, qui nous citent le nom de leurs élus. Donc, au niveau... même ici à Derby de Kinshasa. Même moi, à Mwamba, je ne connais pas qui sont mes élus. Parce que le problème de Mwamba n'intéresse pas mes élus. Mes élus ne prennent pas part au problème de ma circonscription électorale. Ils ne vous ont pas consulté. La seule personne qui m'est redevable, c'est le chef de l'État. Je regarde à lui. Pas les élus là, en fait. C'est un conglomérat, comme vous avez dit à la des aventuriers. Et donc, non. L'intérêt du peuple, ça n'engage que moi. Ce sont les élus du peuple. Donc, ils demandent qu'on puisse dissoudre l'Assemblée. Lors de la vacance parlementaire, fait un micro-baladeur, demandez au peuple, prenez seulement l'échantillon, même de la commune de Kassavou, de Lingouala ici. Demandez à la commune de Lingouala qui est ces députés-là qui étaient venus passer 3 mois de vacances parlementaires au sein de la circonscription électorale. Est-ce qu'il avait consulté le peuple par rapport aux grandes questions de l'État? Et donc, on peut laisser les bureaux camérés. On peut laisser, s'il vous plaît, on laisse les bureaux camérés poursuivre. Les revendications ne sont pas... La sagesse nous oblige de pouvoir tirer les dents du bon côté. Et le bon côté, c'est lequel? Le bon côté, c'est qu'il soit sage. Qu'il puisse être sage. Qu'il démissionne. Aujourd'hui, les uns les autres doivent être sages. Aujourd'hui, le pays n'a pas besoin de spectacles. D'accord? Ce qui nous intéresse, ce qui doit attirer notre attention, c'est 7 mois dont la ville de Goma et de Bukavu est assiégée par l'armée. 3 ans Bunagana. Et donc, s'il vous plaît. C'est le grand problème, le gros mot de la République qui touche à l'âme de la République. Là, vous voulez... On a terminé. Le M23 et qu'on s'oppose... On a terminé. Vous voulez dire... Alors, il faut faire très s'il vous plaît. attention. On risque de consacrer
consacrer S'il vous de plaît. manière indirecte Vous voulez la dire- session de l'État. Vous voulez dire, comme le prof l'a toujours souhaité, au lieu que les bureaux partent et que les pétitionnaires restent, que les chefs de l'État... Mais il peut dissoudre. Dissoudre tous ok, ces gens. voilà. Il peut dissoudre. On Ce sont termine. les aventuriers. On termine. Au lieu de construire une assemblée, ils restent dans une salle de spectacle. Voilà pourquoi ils nous D'accord. produisent que des spectacles. Merci. Que des spectacles. C'est une série. On a fini. Ah, On a fini pour l'homme aujourd'hui. écrase. Je voudrais appeler Voilà, aux amis merci. un peu d'élégance à l'endroit des élus. Merci Euh, à Eri ce sont Massimo, les élus. merci Un à peu Clopas Nyerere, merci à Suleiman Onese, merci au professeur Dadi Saleh, merci à toute l'équipe technique, merci à la réalisation. La suite le jeudi prochain avec le même plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci.